Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à tous dans ce talk sous format retour d'expérience sur l'utilisation des modules Terraform chez Eramet, dans lequel nous allons expliquer pourquoi ce choix et comment le mettre en place. Donc moi c'est Ashraf Farag et je suis Cloud Architect chez Eramet depuis 3 ans. Bonjour à tous, Eric Blanchard. Moi je suis également Cloud Architect chez Eramet depuis 4 ans, un petit peu plus. Alors architecte cloud sur Azure. Auparavant j'avais un passé de développeur plutôt en tant qu'architecte .NET. Et oui, encore et déjà des produits Microsoft. Alors, dans un premier temps, nous allons vous parler d'Eramet, de son activité et ses challenges en IT. Ensuite, nous vous ferons un retour d'expérience sur l'infra as code avec les modules Terraform et les choix en termes d'organisation. Et nous enchaînons sur la partie versionning, publication et test unitaire. Et nous conclurons par nos réalisations et les prochaines étapes. Alors tout d'abord une simple présentation d'Eramet. Eramet est une société française à portée mondiale. Un acteur majeur aujourd'hui de l'extraction et de la transformation de métaux, et plus particulièrement sur les métaux de la transition énergétique, entre autres des noms que vous avez dû entendre parler, lithium, cobalt, nickel. Aujourd'hui, Eramet, c'est plus de 10 000 salariés, 10 000 employés, dans 15 pays, un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros en 2022, et aujourd'hui 17 sites de mines et industriels, la partie industrielle étant plus particulièrement réservée à la transformation des métaux. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé dans les chiffres, parce que ce soir on a la chance et l'honneur d'avoir notre directeur financier. J'espère que les chiffres sont bons. Alors les challenges d'Eramet sont simples, tout le monde en parle à la télé. Ça sera de répondre aux besoins de la demande de minéraux, et ça va vraiment augmenter. Les ventes de véhicules électriques sont annoncées à x25, les ventes et les demandes de nickel x3,5, les demandes de lithium x14. Donc une demande énorme de ces nouveaux métaux, et aujourd'hui Eramet est le seul extracteur minier d'envergure mondiale européen capable de répondre à ces domaines. Alors comme je disais tout à l'heure, Eramet est situé un petit peu partout dans le monde. On couvre les 5 continents, un continent américain, africain, européen, Asie et Océanie. Et tout ça va nous amener à rencontrer bien entendu des problèmes, entre autres pour répondre de la meilleure des manières à nos clients finaux. On va rencontrer des problèmes, je dirais, classiques de latence, de réplication de données, de disponibilité. Et historiquement, l'informatique de Eramet était basée majoritairement sur du on-prem, donc dans des data centers locaux sur site. Malheureusement, avec la pénibilité pour obtenir des nouveaux matériaux et pour les infogérer à distance, il fallait que Eramet se transforme. Effectivement, Eric, depuis 5 ans, Eramet a entamé une transformation digitale avec une stratégie cloud first qui se caractérise par un move to cloud de toutes les applications legacy on-prem et aussi toutes les nouvelles applications déployées. Cette stratégie cloud first ne se résume pas uniquement à hoster toutes les applications dans le cloud, mais également à challenger les équipes internes et les partenaires à faire évoluer leurs solutions afin de tirer le meilleur des avantages du cloud en préconisant du PaaS, ce qui nous permet de réduire considérablement les solutions déployées en IaaS chez Eramet. Donc ces challenges touchent aussi les lignes produits qui représentent chacune une activité regroupant toutes les applications métiers par catégorie.
les poussant à utiliser nos standards en termes de design et d'infra as code afin de les rendre 100% autonomes. Ce qui leur permet également de provisionner leurs ressources plus rapidement tout en respectant les standards de sécurité. Et enfin, grâce à l'infra as code et la standardisation des modules Terraform, nous avons pu obtenir une meilleure opérabilité puisqu'on a les mêmes process et les mêmes outils utilisés dans toutes les différentes régions, ce qui a été un levier clé dans la mise en place du support non-stop. Alors le cloud chez Eramet, ça a démarré il y a déjà quelques années, en octobre 2018, avec un premier déploiement sur une zone Ouest Europe qui consistait à migrer déjà un gros data center en France qui était situé à Trélazé. Mais ce lift and shift a été fait avec des outils automatiques et surtout pas d'infra as code à cette époque-là. Du coup, 2 ans plus tard, nous déployons seulement notre deuxième région, toujours un petit peu à la main. On balbutiait notre Terraform, on n'était pas tout à fait ni au point, ni prêt, ni d'accord sur la manière. Et puis, en 2022 est arrivé le Cloud Adoption Framework de chez Microsoft. On a eu les bonnes informations pour pouvoir le faire. Et en avril 2022, nous avions déployé l'Est-Asie avec Hong Kong et South-Est Asie avec Singapour. Seulement 5 mois plus tard, nous avions déployé le Brésil. Et 3 mois plus tard, l'Australie. Il nous reste aujourd'hui les États-Unis à déployer, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, les Américains sont un peu réticents au cloud. À les comprendre. Donc aujourd'hui, Azure chez Microsoft, c'est 7 régions, c'est 30 souscriptions et plus de 9500 objets déployés dans Azure. Et donc bien évidemment, toutes ces régions-là ont été buildées en infra as code grâce à nos modules Terraform. Donc nos modules qui sont, comme on peut le voir sur le petit schéma, on a mis en place une organisation de manière à avoir chaque module indépendant des autres pour qu'ils soient réutilisés par les équipes projet en mettant en place leur configuration custom et ainsi provisionner leurs ressources directement dans Azure. Et donc, grâce à cette modularisation, nous avons pu établir des modèles et des configurations cohérentes pour l'ensemble de nos projets, en y imposant nos conventions et en cachant les fonctionnalités non désirées, tout en réduisant les risques en termes d'erreurs et d'incohérences, ce qui est crucial pour garantir la fiabilité de nos systèmes et d'un cloud privé. Alors tout simplement, on utilise les modules Terraform, tous les développeurs ont déjà entendu parler de ça, j'imagine dans cette salle. C'est un design pattern factory, le but est très simple, simplifier l'outil pour les gens qui l'utilisent et cacher la complexité de ce qu'on déploie derrière. Aujourd'hui, déployer une simple VM dans Azure, c'est plus de 20 ressources différentes entre les disques durs, les cartes réseau, le backup, le monitoring, les alertes, et j'en passe et des meilleurs. Et nos utilisateurs, tout ce qu'ils veulent, c'est une simple VM, une base de données, c'est un service tout simple. Et bien les modules, c'est exactement la réponse à cette problématique. On peut également contrôler la version du code de notre infrastructure, ce qui nous permet de suivre les changements effectués par tous les collaborateurs et conserver un historique de nos configurations. Alors, nos modules, en plus, nous les faisons utiliser en fonction des besoins utilisateurs. On ne va pas créer des choses qui ne nous servent à rien. Donc, on a des équipes, les équipes produits, qui viennent nous faire des demandes et on vérifie si nos modules savent faire, on fait évoluer le besoin. Et à ce moment-là, on adapte les nouvelles fonctionnalités. Ça nous permet de déployer plus rapidement des composants d'infrastructures prédéfinis et surtout qui respectent les standards de sécurité. Ça accélère le délai de déploiement des projets et surtout, le mieux, on a terminé avec le clic-clic sur le portail Azure qui nous permet de configurer objet par objet, l'un derrière l'autre, toutes les tâches pénibles qui restaient à faire.
Et enfin, grâce à nos modules Terraform standardisés, nous pouvons appliquer plus efficacement nos politiques de gouvernance et nos normes de conformité. Et cela permet de réduire les risques et de garantir que les projets soient conformes à nos exigences. Alors comment ça marche chez Eramet? Les Terraform modules sont organisés par feature Azure. Donc les noms que vous voyez sont des noms typiquement Azure, on n'a pas changé les noms exprès pour Eramet. Et puis on organise nos modules en fonction des dépendances des ressources Azure. Par exemple, un module Subnet n'existe pas s'il n'y a pas de virtual network. Donc il y a toujours des parents et des enfants. On organise nos modules fonctionnels par rapport à ces dépendances-là. On va avoir les private endpoints qui dépendent d'un service pass. On va avoir des VM qui vont dépendre de tout un tas d'autres de services. Et donc, comme on peut le voir dans la capture d'écran, on a organisé nos modules de manière à avoir un module par repo. Et aujourd'hui, on compte 55 modules chez Eramet, couvrant ainsi la quasi-totalité des services Azure les plus utilisés chez Eramet. Et pour arriver à ce stade de maturité, il a fallu plus de 1650 commits réalisés par nos équipes et par toute personne de l'IT Eramet souhaitant proposer des améliorations de modules existants ou bien proposer carrément de nouveaux modules pour répondre à un besoin spécifique. Alors là, on vous a mis un peu de code barbare. Mais si vous voulez voir le détail, n'hésitez pas à venir sur le stand où vous montrera en détail comment ça se fonctionne. Ici, c'est l'intérieur d'un module Terraform. Comment ça fonctionne? On utilise d'abord des ressources d'un provider, et entre autres chez Azure, le provider Azure RM. Et donc on utilise une ressource toute simple. La différence, c'est qu'on va utiliser beaucoup de blocs dynamiques qui vont nous permettre de conditionner. Donc j'ai rempli une valeur à telle variable, je conditionne et je crée une ressource de tel type ou de telle manière. Donc toutes ces conditions, elles sont imbriquées dans le module et nos utilisateurs n'ont pas à s'occuper de savoir s'il faut faire des if, s'il faut faire des for each, s'il faut faire des boucles. Et donc, qui dit Terraform dit stateful, et qui dit stateful dit un fichier qui stocke l'état des ressources déployées dans Azure. Et dans Terraform, ce fichier s'appelle le TF-state. Et la manière dont vous construisez vos modules agit directement sur la manière dont le TF-state est créé. Et c'est pour ça qu'il y a certaines règles à respecter, notamment le choix du nom, qui doit couvrir le plus de use cases possible, car si on change le nom après avoir buildé la ressource, eh bien le TF-state détecte le changement et il va vous proposer de supprimer et de recréer la ressource. Dans nos modules, comme vous pouvez le voir, nous avons des fois recours à des boucles pour répondre à certains besoins. Et on a tendance à utiliser deux opérateurs. Le premier, c'est le count, auquel il faut faire vachement gaffe, car si on crée par exemple 5 ressources, ça se traduit par un numéro d'index dans le TF-state. Et si jamais on décide de changer l'ordre de ces ressources-là, et bien Terraform va vouloir détruire et recréer les ressources. Le deuxième opérateur, c'est le for each. Contrairement au count, il utilise des clés et non des index dans le TF-state, ce qui le rend plus adapté dans la création d'une ou plusieurs ressources, et ce qui a beaucoup moins d'impact sur le TF-state. Ensuite, une deuxième problématique à affecter lors de la construction de vos modules Terraform, et c'est une thématique qu'on a ratée, clairement, tout au début, c'est de séparer ce qu'on appelle le control plane et le data plane. Alors le control plane, pour résumer, c'est très simple, c'est la création d'objets dans Azure, et le data plane, c'est la configuration de ces objets dans Azure. Le problème qui nous est arrivé lors d'un gros mouvement de ressources Azure,
c'est que le control plane avait cassé, mais il voulait quand même exécuter les étapes de configuration des objets. Et là, ça plante. Et on ne peut plus déployer, puisque l'étape s'arrête au Terraform plane et qu'on ne peut plus faire le apply derrière. Donc il faut réparer à la main. Et ensuite, on peut réexécuter le Terraform correctement. Donc nous sommes en train de modifier tout ça. On a fait les pull requests qui vont bien, elles sont à valider. On a séparé la partie data plane de nos modules. Donc on a des sous-modules pour la data plane et des modules principaux pour le control plane. Donc ici, nous avons un exemple de map que nous utilisons dans le module Virtual Machine qui nous permet de déployer de manière bien définie et standardisée le monitoring tout en laissant le choix aux équipes projet de définir leurs propres règles et leurs propres métriques de monitoring dans leur code projet. Ouais, juste pour simplifier, c'est l'histoire de proposer des standards tellement plus faciles à utiliser aux utilisateurs qu'ils ne vont pas passer par la phase compliquée. Donc là, ils ont juste à dire je veux non, basic, standard ou advanced, et ils ont fini, tout le monitoring est configuré. Alors s'ils veulent faire tout seul dans leur coin, et ben, ils en ont pour 250 pages. Donc chaque équipe, comme on peut le voir ici, fait appel aux modules qui les intéressent pour provisionner leurs ressources. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les équipes de développement n'ont pas le droit de déployer les ressources Azure directement avec leur compte personnel, car ils sont obligés de passer par la plateforme Azure DevOps, qui elle-même utilise des SPN pour provisionner des ressources dans Azure. Donc un petit bout de code, comment ça marche côté projet, c'est-à-dire nos clients à nous, hein, ceux qui se servent de nos supports. Eh bien, on a juste un appel au module. Tout en haut, ce qui définit le module, c'est sa source. Donc en Terraform, c'est un langage non compilé. Hein, donc vous mettez le chemin et puis ça marche. Et puis ensuite, la liste des variables qui ont été créées dans le module. Donc on essaie de créer tout le temps les mêmes noms de variables pour que nos utilisateurs s'y retrouvent. Par exemple, vous retrouverez tout le temps project, environment, il y a context, number. Et ça, c'est des variables qui nous permettent à définir les conventions de nommage. Donc tous nos objets Azure, on est sûr qu'ils sont bien nommés en passant par les modules, parce que le module lui-même fait la convention de nommage à l'intérieur. Et puis ensuite, toutes les autres variables sont proposées. Il y a des valeurs par défaut. Si vous voulez mettre la même valeur que le module, eh ben, vous n'avez pas besoin d'écrire la ligne, ça fera le même travail, comme en def, quoi. Il y a certains points auxquels il faut être très vigilant pour mettre à jour Terraform, car Terraform publie régulièrement des nouvelles versions avec des fonctionnalités améliorées, et cela peut entraîner des modifications dans la syntaxe ou le comportement de certaines ressources. Et les break and change sont des modifications qui peuvent détruire votre configuration existante. Par exemple, l'année dernière, quand on a eu à faire les break and change Terraform 3.0, nous avons eu plus de 70 break and change à faire sur quasiment tous nos modules. Autre chose, quelques incompatibilités de version, bien entendu, entre la version de Terraform que vous utilisez, la version du provider que vous utilisez, et puis la version de nos modules qui est venue se rajouter dessus. Donc ça, c'est des choses, ces incompatibilités-là peuvent vous faire perdre pas mal de temps. Autre chose, certaines nouvelles fonctionnalités disposent sur Azure, comme le SFTP sur le Storage Account par exemple, vont vous obliger à mettre à jour votre code, votre provider, votre Terraform, et si vous ne l'avez pas prévu, c'est pas gagné. Une mise à jour incorrecte de Terraform peut potentiellement entraîner la perte de données ou d'état si vous ne prenez pas les précautions nécessaires. Et en parlant de précautions, il faut
s'assurer d'utiliser des versions des modules et des providers stables, et s'assurer également que les modules et les providers que vous utilisez soient compatibles avec la version de Terraform que vous voulez mettre à jour. Alors on parlait de planifier ces mises à jour, là on parle de ressources d'infra, de data peut-être potentiellement perdues, donc ça veut dire qu'il faut déjà prendre des phases d'activité un peu moins chargées pour faire ces mises à jour. Ensuite, la deuxième chose, c'est quand on publie une mise à jour de nos Terraform modules, on informe d'abord la communauté. Donc on a un Teams dédié à toute la communauté des développeurs pour leur dire attention, ça va arriver, c'est dans le tuyau. Et puis la dernière phase, c'est surtout bien remplir sa documentation des breaking change et expliquer pourquoi on a changé chaque titre. Et il ne faut surtout pas oublier de tester tous les use cases gérés par vos modules. Par exemple, quand on a voulu upgrader aussi le service bus vers Terraform 3.0, nous avons eu des bugs où le module ne gérait plus la totalité des use cases parce que dans la version Terraform 3.0, il y avait des changements de syntaxe, des properties qu'il fallait modifier, qui étaient obsolètes ou carrément supprimées. Donc tout ça nous amène à dire, on a vérifié les problèmes de compatibilité, maintenant on va faire du bon travail, on va versionner et tester nos modules Terraform. Alors on utilise le versionning bien entendu parce que depuis qu'on a ça, on peut établir l'apparition des nouvelles features dans nos Terraform modules. Il suffit aux équipes de développeurs de lire le fichier changelog. Et nous, on se charge aussi de suivre les versions majeures du provider Azure RM. Donc sur le dernier gros breaking change de la version 3.0, nous on a eu fini, on était déjà à la 3.20. Donc nos modules directement sont passés en version 3.20. On se moque de suivre une numérotation pile poil comme on voudrait pour nous. En définissant clairement les versions de nos modules dans les tags, nous pouvons garantir que les déploiements se font de manière cohérente, minimisant ainsi les erreurs et les imprévus. Alors ensuite, la collaboration est plus facile, c'est-à-dire qu'avant, toutes nos équipes travaillaient sur notre branche master, et dès qu'on faisait des modifications, qu'on validait une pull request, c'était la catastrophe. Donc maintenant, ils ont accès à des versions bien précises, ça leur permet déjà de builder des ressources avec des anciennes versions de provider. La limite sera la compatibilité des API Azure, puisque Azure bouge aussi de son côté, forcément. Et la deuxième, c'est qu'ils peuvent créer une branche dédiée pour préparer leur mise à jour. Ils gardent leur branche de production avec l'ancienne branche des modules Terraform et la nouvelle pour préparer leur upgrade. La traçabilité est également essentielle, car en versionnant nos modules, nous créons un historique clair de chaque modification. Cela signifie que nous pouvons suivre chaque ajustement et chaque mise à jour. Et ça nous donne aussi une visibilité totale sur l'évolution de nos modules Terraform et par conséquence nos infrastructures. Ici, nous avons un exemple de fichier changelog, le chouchou des développeurs, dans lequel on répertorie tous les changements. Comme on peut le voir ici, on a des removes, des refactoring, des ajouts de nouvelles fonctionnalités, etc. Alors comment on fait pour publier ces nouvelles versions? Eh bien tout simplement, nous on s'est fait un petit pipeline Azure DevOps. Alors comme vous pouvez le voir, on n'est pas passé sur GitHub pour des raisons d'instabilité et de non-maturité plutôt. Et puis le coût, c'est juste le double, donc on n'a pas fait. Donc on a un petit pipeline à l'ancienne, comme on aime bien sur Azure DevOps. On remplit le tag de la version. Et à ce moment-là, le pipeline va pousser une pipeline release qui nous envoie dans notre artefact un module tout compilé, tout prêt à être utilisé. Il est envoyé dans un feed à toutes les équipes et toutes les organisations DevOps qui peuvent, juste en changeant la version, choisir l'artefact dont ils ont besoin.
Et avant de livrer ces nouvelles versions sous forme d'artefacts, nous avons mis en place tout un process de test unitaire en définissant des scénarios qui vont lancer une suite de tâches. Comme on peut le voir ici, donc on lance un plan en premier, suivi d'un apply, et enfin on lance un destroy pour détruire les ressources créées pour valider les tests unitaires, bien évidemment pour des raisons économiques. Alors, tous les tests sont écrits en Terraform. En gros, comme si un projet construisait cette ressource. Tous les tests d'intégration, la vérification que ça fonctionne, sont faits en PowerShell avec Azure CLI. Donc, on écrit un fichier exprès pour ça. Et ensuite, tous les use cases sont joués dans l'ordre. Donc, on peut voir là sur le côté, dans Storage Accounts, on a des numéros 01, 02, 03, 04, etc. Donc si le use case numéro 1 ne passe pas, eh bien je passe pas au 2. Si le 01 passe, je passe au 02, etc. Et on teste tous nos use cases. Pour les développeurs qui travaillent sur nos modules, il suffit de rajouter un nouveau dossier avec 08 et de tester un nouveau use case. Donc ces tests de non-régression sont lancés chaque nuit de manière automatisée. Et on a également automatisé la suppression des releases une fois le apply est terminé par un succès. En revanche, si on a des erreurs dans le apply, on conserve la release pour pouvoir analyser les logs par la suite, comme on peut le voir ici dans la capture d'écran. Du 18 au 21, on a eu des erreurs chaque nuit, sûrement la même, parce qu'on n'a pas souvent le temps de corriger tout de suite les bugs. Mais on voit bien qu'une fois on a corrigé le bug, on n'a plus d'erreurs du 22 au 25, puisque les releases sont supprimées une fois les tests unitaires réussis. Et pour conclure, grâce à tout ça, nous avons pu réaliser pas mal de nos objectifs, à savoir le lancement du mode produit, qui permet aux équipes projets d'être autonomes grâce à la standardisation de l'infrastructure avec Terraform, et réduisant ainsi les temps de livraison avec plus de fiabilité. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Bon, on a encore un peu de boulot, hein, on n'est pas encore à la fin, quoi. On a déployé du infrascode dans le cloud. On est déjà en train de déployer de l'infrascode avec des modules Terraform sur nos équipements physiques, sur nos firewalls, entre autres, pour faire toute la partie hardening. Quand on déploie un firewall, maintenant, il est terraformé et on est sûr que toute la partie configuration sécuritaire est faite. On veut le faire aussi sur des équipements réseau, type Cisco et autres. Et puis, on arrive aux nouveautés du jour, la partie hybridisation. On a des sites on-premise, on est en train de mettre en place Azure Stack HCI pour pouvoir déployer toutes nos ressources en Terraform, même on-prem. Ça, c'est le futur de Eramet. Merci de votre écoute et merci aussi aux organisateurs de Volcamp de nous avoir fait ce Rex. Et il doit rester un petit peu de temps pour des questions-réponses, si besoin, si vous avez envie, n'hésitez pas. Je n'ai pas regardé le timing, quelle heure il est? Il reste carrément un quart d'heure. T'as été trop vite, Ashraf. Bah, t'es trop rapide, ouais. Ouais, bonjour, merci. Alors, votre CFO est parti, mais justement, j'ai une question sur les coûts. Vous avez rendu l'infra assez facile et sur étagère. Du coup, vous n'avez pas eu de surprise sur la maîtrise de vos coûts Azure? Alors, on a défini un process FinOps bien défini et standardisé aussi, qui nous permet en fait de suivre régulièrement les coûts et faire des points avec tous les chefs de projet pour leur proposer toutes les économies qu'ils pourraient faire s'ils suivent nos préconisations, notamment utiliser une web app pour héberger un serveur web à la place d'un serveur Windows en IaaS.
Et comme ça, on arrive à réduire considérablement le coût. Par exemple, la dernière opération FinOps qu'on avait réalisée, on avait fait une économie de presque 1 million d'euros sur 3 ans. Et puis le but aussi était de laisser nos chefs de projet responsables des lignes produits, nos fameuses lignes produits par type d'application, pouvoir consulter leurs chiffres de consommation au jour le jour. Donc à N+1, ils ont la consommation de leurs ressources. C'est pas pour ça qu'ils les regardent, mais en tout cas ils ont. Et ils ne sont pas obligés de se connecter sur le Cost Management Azure pour pouvoir suivre ça. On a monté un Power BI alimenté tous les jours sur lequel ils peuvent se connecter et suivre leurs coûts régulièrement. Bonjour, merci déjà pour la présentation. J'avais une question concernant les tests de non-régression. Vous dites que c'est lancé tous les jours. Moi j'avais une question, du coup, c'est pourquoi, à chaque modification d'un développeur, pourquoi ces tests ne sont pas lancés à ce moment-là? En fait, on a un test unitaire, un pipeline qui est fait pour tester la mise en place du test unitaire en lui-même. D'ailleurs, quand on code un test unitaire, il faut le tester. Donc il y a un pipeline dédié pour ça. Et ensuite, ça part dans le cycle permanent. Alors, l'avantage pour nous, c'est que quand les développeurs n'ont pas le temps, et on sait que ça arrive, ils poussent des nouvelles versions et tout de suite on a le résultat comme quoi on a cassé des choses, on l'a que le lendemain, mais c'est déjà bien mieux qu'avant où on ne l'avait pas. Voilà, on est dans un 50-50 quoi. Alors la question, si les gens n'ont pas bien écouté, c'est comment on traite les demandes qui arrivent de toutes nos équipes produits. On a une trentaine de développeurs qui peuvent pousser des demandes. Aujourd'hui, c'est une question de planification. Donc on étudie le grade, est-ce que c'est compliqué, pas compliqué, est-ce qu'on a, est-ce qu'on n'a pas. Et ensuite, on confie le planning à Joël, juste ici, qui dit ça sera fait dans 1 semaine, dans 15 jours, dans 3 mois. Selon la demande. Mais ouais, ça se gère comme un planning classique. Et parfois, on décide nous-mêmes de rajouter des fonctionnalités, mais elles arrivent globalement des équipes produits. Ouais. Oui. Alors, ils ont la totalité du code. C'est-à-dire que déjà, pour tester sur leur PC le Terraform Plan, ils ont les modules, ils ont le code. Ils peuvent le lire et ils peuvent faire des pull requests sur notre repo. Ils ne peuvent pas les valider, mais ils peuvent faire des pull requests. Et souvent, ça marche. Voilà, parce qu'il y a des petites modifications et ce n'est pas très compliqué à faire. J'ai une question. Vous dites que vous voulez l'appliquer aussi sur vos on-prem. C'est vous qui opérez tous les on-prem ou vous êtes avec des partenaires? Comment ça marche? Aujourd'hui, on est avec un partenaire qui ne sait pas faire du AS-Code. Chaque problème en son temps, on n'en est pas là pour l'instant. On en est à savoir comment on va faire pour le faire marcher. Le produit Stack HCI est encore très jeune. Et ensuite, on fournira effectivement une équipe. Mais on a déjà monté depuis l'année dernière une équipe DevOps. Donc on a enlevé l'infogérance dans le cloud parce que ça ne marchait pas bien, ils ne savaient pas faire correctement. Donc on a enlevé l'infogérance et on a monté une équipe interne qu'on a formée. Ça c'est plus facile quand on est à côté. Et je pense qu'il va se passer un peu la même chose. Alors après on a des sites partout dans le monde et on a un follow the sun. L'idée globale c'est d'avoir des équipes qui puissent intervenir sur toutes les régions. Vu qu'elles ont le même niveau de connaissance à peu près, ça serait possible. Mais on n'en est pas là encore. Tu vois, on avait le temps de montrer du code. Ouais. Parce qu'on ne savait pas si on aurait le temps de faire une démonstration de code en live.
Du coup, est-ce que vous avez des problématiques d'import de ressources existantes? Et si oui, comment vous avez prévu de les gérer? Alors oui, avant on avait cette problématique-là et on était obligé de les traiter à la main avec des Terraform import directement sur TestState. Mais parce que c'était récurrent à l'époque, et on a été obligé de mettre en place des policies, une Azure Policy pour interdire les déploiements manuellement dans le portail, et tout le monde est obligé de passer par Terraform aujourd'hui. C'est infra as code first. En fait, la deuxième conviction qu'on a, c'est que si on fabrique des outils qui sont plus faciles à utiliser que la vie réelle d'Azure au clic-clic dans le portail, eh bien les gens les utilisent. Pour l'instant, je touche du bois, ça marche. Alors, le fait de proposer des modules simples à utiliser fait que les gens passent par là. C'est plus facile que d'utiliser le provider Azure RM en direct, qui reste quand même un joli paquet de spaghettis. Et surtout, pour déployer une VM, on en profite pour faire la post-configuration, les join domain, le déploiement d'antivirus. Tout est fait par le module Terraform. Alors que déployer en clic-clic aujourd'hui, déjà avec toutes les policies, c'est très compliqué, et en plus, la VM n'est pas prête, quoi. Il reste toute la post-config à faire. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai vu dans un de vos slides que vous utilisiez les landing zones. Est-ce que c'est quelque chose que vous gardez au niveau de votre équipe principale, ou est-ce que en fait, quand il y a une ligne produit qui vient, eh ben, vous utilisez landing zone pour aller déployer en automatique et leur mettre tout un tas de choses entre guillemets à prédisposition pour limiter l'utilisation de certains modules qui au final sont presque de la plomberie comme le network ou des choses comme ça? Ouais, on garde la plomberie chez nous, parce que évidemment, qui dit nouveau réseau dans Azure dit si je fais n'importe quoi, je propage en BGP des routes dangereuses. Il faut pas réutiliser un range IP déjà existant ailleurs. Ouais, donc ça, on le garde chez nous. Et de toute façon, chaque projet chez nous, même si c'est géré par des lignes produits, il passe en comité d'architecture pour voir si ce qu'ils ont proposé est bon. Et à ce moment-là, on déploie la landing zone. C'est nos équipes DevOps qui font ça, ils ont la main dessus. Les landing zones, c'est par application, donc chaque application a son VNet. Comme ça, on est tranquille. Ça nous évite des erreurs de porosité dans un gros VNet avec plein de VM. Là, chacun est dans son petit coin. Chaque ligne produit. Ouais, chaque ligne produit, chaque application, même au sein d'une même ligne produit. Donc les lignes produits ont une souscription pour eux. Exactement. Et à l'intérieur, il y a une ou plusieurs applications avec chacun son VNet. Et ça reste chez nous, effectivement. C'est la partie où la plus critique, quoi. On ne leur met pas à dispo parce que c'est dangereux. Benjamin qui s'occupe du réseau, il n'aime pas. Ça, c'est grâce à ça qu'on a déployé les régions et les landing zones, qu'on les a déployées en aussi peu de temps. C'est qu'on s'est fait un module juste pour nous, où on lui dit je veux une express route, je veux du SD-WAN, je veux du VPN, on construit avec les Virtual WAN aujourd'hui toute la région exactement comme on souhaite. Et il est même capable de créer toutes les routes tables, rattacher les routes tables au Virtual WAN, au Virtual Hub, avec chaque VNet VPN ou tous les VNet Spock. Moi j'en avais une petite. Vous gérez l'Active Directory avec Terraform ou pas? Vous gérez vos comptes? Non. On gère les airbags. C'est ça. Donc ça, mais vous n'avez pas géré les users, etc. Non. Chez nous, ils veulent pas de users dans l'Azure AD, donc ni de groupe dans l'Azure AD, donc ça, on n'a pas l'accès dessus. On a quand même réussi à obtenir des délégations pour créer nos SPN tout seul, pour pouvoir déployer des groupes projets dans DevOps. On déploie toute la stack DevOps. Quand une équipe a une nouvelle application, lui prévoit une stack DevOps complète avec les SPN pour builder. Donc comme ça, on sait qui build des bêtises. Ça. Et mais on ne touche pas à l'AD. Ouais. Pour rajouter une petite précision, on a même réussi à négocier avec l'équipe AD d'avoir un SPN capable, avec les droits nécessaires pour recréer d'autres SPN et de leur donner des droits, par exemple, Directory Reader, parce qu'on build nos infras de manière séparée. On a un SPN pour builder les ressources et un deuxième SPN avec des droits
plus élevés pour appliquer les droits airbag des groupes rôles et des groupes team. Ouais, c'est pas que des droits plus élevés, c'est des droits juste pour affecter des airbags. Donc on respecte la séparation des tiers d'Active Directory, c'est 0 T1, au niveau de nos SPN. Donc on en a un qui est capable de builder des ressources, mais il ne sait pas mettre de droits dessus, et l'autre qui est capable de mettre des droits, mais il ne sait pas builder. Histoire de limiter la casse en cas de... Écoutez, je vois plus de questions. Encore une peut-être? Non? En tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent demain, on est encore sur le stand Eramet. David, c'est mignon. On est sur le stand Eramet tout au bout là-bas vers la cantine. Si vous avez des questions, et puis là, on pourra vraiment vous montrer du code si vous voulez voir. Voilà, il n'y a pas de secret là-dedans. Exactement. Merci. Merci à tous.